y a une question que j'adore poser, c'est est-ce que vous savez ce que veut dire le P de ChatGPT ? Les invités qui sont ici en plateau le savent certainement, mais c'est à vous que je pose la question. Et certainement que vous ne le savez pas, car le G, c'est pour Generative, le T, c'est pour Transformer, c'est le nom du modèle de LLM, Large Language Model, et le P, eh bien, c'est pour Pre-Train, pré-entraîné. Ce qui veut dire que c'est un modèle pré-entraîné par des êtres humains, des petites mains et des cerveaux, en bref, des personnes et des personnes qui travaillent. Mais ces personnes ne travaillent pas seulement en amont pour pré-entraîner un modèle qui fonctionnerait ensuite de façon magique. Non, ces petites mains travaillent tout au long de l'utilisation du modèle, c'est-à-dire que ici et maintenant, elles relisent, elles corrigent, elles modifient, elles modèrent. Ces travailleurs et travailleuses sont aux quatre coins de la planète, au Venezuela, à Madagascar, au Kenya, en Égypte. Ces travailleurs et travailleuses n'ont pour seul droit que celui de travailler, comme des manœuvriers du Moyen-Âge, à la tâche sous-payée, exploités, dans leur grande majorité par des multinationales de la tech, des start-up et leur cascade de sous-traitants, avec des droits au travail et des réalités matérielles tout à fait différentes et variables. Alors quand vous demandez à ChatGPT, quand nous demandons une question, une information, ou qu'on envoie des screens de son ex à ChatGPT, eh bien, il y a, sans le savoir, une forme précise d'exploitation qui se met en branle et à laquelle nous avons recours. Et c'est exactement cela dont nous allons parler dans cet épisode de Penser les luttes, avec nos deux invités qui nous font l'amitié de nous rejoindre autour de ce plateau pour cette émission qui me tient très à cœur, je dois le dire. À ma droite, Juan Sebastián Carbonell, vous êtes sociologue en post-doctorat à l'Université de Liège et auteur de Un terrorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle, paru l'année dernière. Bonjour. Et en face de vous, Myriam Raymond, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers, au laboratoire Granem. Vous êtes également membre du DeepLab. C'est Digital Platform Labor, qui est un collectif de chercheurs, et qui, vous venez de publier une enquête sur les travailleurs, et je dis bien travailleurs, vous allez comprendre pourquoi, les travailleurs de l'IA en Égypte. Bonjour à vous. Bonjour, enchantée. Alors, je me réjouis de vous avoir tous les deux autour de ce plateau. Et pour commencer, je voulais vous faire écouter un petit extrait du journal de France 24 à l'occasion du sommet mondial de l'IA qui se déroule là en ce moment, au moment où nous enregistrons cette émission. Ça se déroule en Inde. Voilà, je vais vous faire écouter un petit extrait. Vous allez comprendre assez rapidement ce dont il est question à ce sommet et surtout ce dont il n'est pas question. Emmanuel Macron poursuit sa visite officielle en Inde. À New Delhi, le président de la République assistera demain à un sommet mondial sur l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel Paris veut refaire son retard sur les grandes puissances de la planète, Chine et États-Unis en tête. Bonjour Julie Huguet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de la mission French Tech. Votre mission justement principale lors de ce sommet mondial sur l'IA, c'est quoi exactement ? Accompagner les startups françaises de l'IA ? Oui, bonjour, ravie d'être parmi vous depuis Delhi. Donc, ma mission, elle est effectivement de pouvoir promouvoir la French Tech, donc les startups françaises et l'écosystème tech français sur un sommet qui réunit tout simplement les plus grands leaders politiques, les chefs d'entreprise, les plus grands leaders institutionnels. Ils sont tous réunis pour prendre des décisions, pour parler de l'avenir de l'intelligence artificielle et surtout de ses applicatifs. La thématique du sommet, c'est l'impact. Et donc, l'objectif de la mission French Tech et de la délégation que j'accompagne, donc plus de 19 startups, c'est avant tout de pouvoir leur permettre d'accéder aussi à ces décisions, de pouvoir participer au débat, de montrer à quel point la France est bien positionnée sur les sujets d'intelligence artificielle et sait surtout innover avec impact. Et puis, le dernier objectif de cette délégation, c'est aussi de pouvoir explorer les relations commerciales avec l'Inde, puisque finalement, l'Inde est une puissance montante, notamment sur les sujets technologiques. Et donc, la France a tout intérêt à resserrer les liens et à pouvoir commercer avec l'Inde. Alors, on vient d'entendre là une jeune femme tout à fait enthousiaste à l'idée à la fois de discuter de business. Donc, il a été question lors de ce sommet de business pour les entreprises françaises, de géopolitique. Il a été question aussi de régulation. Peut-être il manque quelque chose là. Il n'a pas du tout été question des travailleuses et des travailleurs. Est-ce que ça vous surprend comme ça que sur un sommet mondial sur lequel les enjeux sont aussi importants, que les travailleurs et travailleuses soient aussi absents? Juan Sebastián Carbonell. Non, ça ne me surprend pas du tout parce que si vous vous penchez sur la rhétorique autour de l'intelligence artificielle,
qui cherche donc à faire exister cette technologie dans l'espace public et en quelque sorte aussi à orienter par exemple la recherche là-dessus ou encore à attirer des financements, etc. Souvent les externalités négatives, comme on dit, tout ce qui implique des dégâts sur l'environnement ou encore l'exploitation justement de ressources naturelles dans les pays du tiers-monde, tout ce qui est lié à l'extractivisme du numérique, et notamment la question de l'exploitation des travailleurs est systématiquement évacuée. Et nous pourrons parler aujourd'hui sur justement tout ce travail nécessaire à l'entraînement, au fonctionnement de l'intelligence artificielle et qui est souvent occulté dans ces discours publics sur l'intelligence artificielle. Donc on investit des milliards de dollars, des milliards d'euros, mais ce qui est sûr, c'est qu'on investit en dehors comme ça d'une considération pour les personnes en fait, qui travaillent effectivement matériellement à l'existence de ces plateformes en réalité. Oui, tout à fait. Et ma collègue pourra en dire un tout petit peu plus, mais il y a toute une chaîne de production de l'intelligence artificielle qui va notamment, on commence par les ingénieurs qui développent les modèles, on passe par tout le travail d'annotation qui est de plus en plus sous-traité, mais pas toujours, on pourra en discuter. Je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit qu'il y a aussi du travail d'annotation en entreprise en France, mais qui là encore est un travail monotone, répétitif et tout ce que vous voulez. Et donc il y a une chaîne qui a tendance à s'étendre à la planète entière de travail nécessaire au fonctionnement, à la production de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Myriam Raymond, alors vous qui suivez justement l'actualité de tous ces grands sommets, parce qu'il y en a eu un l'année dernière en France où Emmanuel Macron était également extrêmement content. Moi là en plus en Inde il va vendre des rafales, donc il fait un peu coup double. Est-ce que ça vous surprend que en fait au fur et à mesure, on va dire, de tous ces grands sommets, il n'y a toujours pas de place pour cette question de la matérialité du travail en fait? Je ne suis pas surprise non plus, ça ne me surprend pas du tout. Et malheureusement, on ne nomme pas un chat. Là, on vient de découvrir qu'il y a un grand accord qui vient d'être signé entre OpenAI et Tata en Inde, Tata Consulting. Donc Tata, c'est une entreprise automobile ? Non, de conseil et de data. Donc, un accord à la marge de ce sommet. L'accord, ça consiste en quoi? Si on voulait voir les choses en face, ça consisterait à recruter des êtres humains pour entraîner les modèles d'OpenAI. Donc, je ne suis pas du tout surprise. L'accord a été mentionné dans les actualités aujourd'hui, mais on ne dit pas pourquoi est-ce qu'ils ont recruté Tata Consulting. Donc en fait, c'est tout bénef, entre guillemets, pour les entreprises françaises qui ont maintenant des relations privilégiées avec un pays comme l'Inde, dans lequel la main-d'œuvre est très peu chère et dans lesquels on peut maintenant externaliser encore plus facilement toute cette main-d'œuvre, en fait. Exactement. Et on parle surtout du Grand Sud ou du Global South dans ce contexte-là, où on peut recruter exactement la main-d'œuvre qui ne coûte pas si cher qu'en Europe ou aux États-Unis. Oui, tout à fait. Si je peux ajouter un élément à cela, aujourd'hui, dans le débat public, il y a un terme qui s'est imposé, c'est celui de la souveraineté numérique, et qui, à mon avis, pose problème, dans le sens où on pense que rendre l'IA ou le numérique souverain, c'est-à-dire coller une étiquette bleu, blanc, rouge dessus, va résoudre le problème, en fait, de l'intelligence artificielle et de l'exploitation de ces travailleuses et de ces travailleurs dans les pays du Sud, sachant que la question de la colonialité des données numériques existe dans le débat scientifique depuis déjà un certain temps. Et le fait, en fait, de sous-traiter une partie de la notation des données à des pays du tiers-monde, donc le Madagascar ou aujourd'hui l'Inde, pose tout un tas de problèmes à cette notion, à mon avis, problématique, justement, d'intelligence artificielle souveraine. Oui. Justement, peut-être qu'on peut essayer de définir un peu plus concrètement ce que sont ces travailleurs et travailleuses, enfin qui ils et elles sont, mais surtout qu'est-ce qu'on veut dire en fait quand on parle de plateformisation du travail, parce que c'est ça qui se passe dans les intelligences artificielles là aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Est-ce qu'on parle de gens qui sont salariés sur des chaînes comme à l'usine? Est-ce qu'on parle de personnes qui sont comme ça isolées dans des cybercafés pour faire des petites tâches? Qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement, Myriam Raymond? Alors, c'est une très bonne question. Je veux dire par toute cette économie qu'on appelle en anglais gig work ou en français l'économie de micro-tâches.
Ça relève exactement de la plateformisation. Alors la plateformisation, c'est quoi? Ou le travail sur plateforme, ça consiste à quoi? Ça consiste en tout type d'activité organisée et médiée par des plateformes numériques. Et qui repose sur une gestion algorithmique, un management algorithmique. Ça veut dire quoi, un management algorithmique? C'est-à-dire attribution des tâches, paiement, évaluation des tâches. Ça s'effectue par le biais de la plateforme. C'est pré-paramétré à l'intérieur de cette plateforme. Il n'y a pas d'être humain qui évalue, qui recrute, etc. Comme par exemple les livreurs, les livraisons Uber ou les Exactement. chauffeurs Uber. Exactement. On a parlé d'ubérisation aussi de cette économie longtemps. C'est tout à fait ça. Maintenant, on est bien au-delà de Uber et de ses petits frères et sœurs, quoi. On parle de commodification du travail, on parle d'ubérisation du travail. Et dans les plateformes numériques, on a deux types bien distincts. Dans nos recherches, les plateformes qui reposent sur un espace physique comme la livraison et le transport, ou d'autres plateformes qui vont, elles, organiser tout un travail de micro-tâches complètement virtualisées pour l'entraînement des modèles de l'intelligence artificielle. Et ces micro-tâches, où parfois c'est aussi du freelancing, créer des logos, des annonces, etc. Ça aussi, ça relève du travail de plateforme numérique. Donc ça veut dire que concrètement, par exemple, si je peux utiliser une plateforme comme Canva, par exemple, il peut y avoir des personnes qui travaillent à la micro-tâche et qui dessinent des logos, les implémentent dans la base de données, et ensuite ça sert à nourrir toutes les utilisations qui sont faites par les utilisateurs qui payent comme plein de structures, en fait. Exact, ça c'est un bon exemple. Il y a d'autres plateformes où il y a des clients comme OpenAI ou Google ou autres qui vont, eux, mettre un volume de tâches à entraîner. Ça c'est un arbre, ça c'est une fleur, ça c'est une vache, etc. Donc c'est des gens qui font quoi? Qui détournent des images de saucisses frites toute la journée derrière un ordinateur. Exactement. Et il faut c'est très épanouissant comme travail, vraiment, ça fait envie. C'est ce qu'on appelle micro-tâches, et il faut savoir que ce genre de plateforme de travail ne relève d'aucun cadre traditionnel de l'emploi salarié. Et pour les intelligences artificielles en particulier, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on prend ChatGPT, notamment ChatGPT 5, c'est un modèle qui a plusieurs trillions de paramètres. Donc c'est des modèles qui sont comme ça complètement énormes et qui semblent très immédiats. Quand je mets des guillemets, on pose une question à ChatGPT, parce qu'on ne pose pas une question à une personne. En réalité, on utilise un client de LLM pour solliciter une réponse qui prendra la forme d'une réponse écrite et adressée. Comment est-ce qu'on a recours justement au travail de ces personnes? Ça intervient en amont ou ça intervient en aval? Ça intervient pendant? Enfin, comment ça se passe concrètement? Concrètement, la majorité du travail s'effectue en amont par des personnes, des humains qui vont entraîner les modèles, donner des données, annoter des données. Alors, par exemple, il y a tout ce qui et annotation de données, vidéo, des j'aime sur des posts ou je n'aime pas, ou modération aussi de contenu. Tout ça, ça relève en amont d'entraînement de modèles, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et il y a aussi tout ce qui est transcription et puis traduction. Lorsque vous voyez, par exemple, défiler une vidéo qui met des verbatims dans une autre langue ou même dans la même langue, ça, ce sont des êtres humains qui ont fait ça soit en temps réel lors de la diffusion de la vidéo ou quelques minutes après. Ça aussi, ça relève du travail que font ces êtres humains-là. Oui, donc la matérialité du travail, on ne peut pas si facilement de dire que ce sont comme des mini-coachs qui entraîneraient certains paramètres du modèle. En fait, tout ça est beaucoup plus complexe. Tout à fait. Oui, si je me permets d'ajouter quelque chose, en fait, il y a aussi un rôle très important du micro-travail qui était notamment souligné par
les recherches de Paola Tubaro ou encore de Clément Leludec, qui est un travail d'imitation, c'est-à-dire qu'un travail qui consiste à se faire passer pour des intelligences artificielles. C'est-à-dire, et vous avez tout un tas d'entreprises qui vous vendent des services présentés comme de l'intelligence artificielle. AI-powered. Exactement, et qui, en réalité, pour le fonctionnement, y compris quotidien, c'est pas seulement d'entraînement en amont, mais y compris quotidien, vous avez des micro-travailleurs en ligne qui, justement, interagissent directement avec des entreprises en France. Et notamment, l'exemple donné par Clément Leludec, j'ai trouvé ça fascinant, est celui de la vidéosurveillance algorithmique en supermarché pour détecter du vol à l'étalage. Et il disait qu'en fait, des micro-travailleurs prévenaient en direct, en temps réel, en fait, l'encadrement, les chefs du supermarché pour dire il y a une possibilité d'un vol ici, etc. Et ça montre en fait que ces micro-travailleurs sont invisibilisés, y compris dans des usages en temps réel, en quelque sorte, au quotidien. Et je pense que c'est important d'avoir à l'esprit cette idée d'imitation ou de se faire passer pour comprendre en fait que l'intelligence artificielle est aussi quelque chose comme une opération marketing. C'est-à-dire ça reste en fait un ensemble de technologies assez disparates qui n'est pas un champ unifié avec des méthodes qui sont extrêmement diverses, une histoire très longue, très controversée, très compliquée. Et ces entreprises d'intelligence artificielle essayent de la présenter comme une discipline, comme une technologie unifiée, alors qu'en réalité, non seulement c'est pas le cas, mais aussi est en réalité une opération marketing en quelque sorte. Alors avant qu'on arrive au portrait non robot de ces travailleurs, parce que c'est des vrais gens, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi justement repose ce discours marketing-là ? Parce que c'est un discours marketing qui repose sur l'unification d'une technologie qui est imaginaire, mais ça active aussi d'autres leviers imaginaires. Celui de l'automatisation, de la libération du travail. Enfin, vous allez pouvoir... Parce que toutes les publicités qu'on reçoit, et vous, je ne sais pas, mais moi, c'est clair, j'en reçois beaucoup, me proposent de me libérer du temps, de devenir plus productif, plus efficace. Enfin, les promesses sont très belles, véritablement. Mais c'est vraiment... Ça fait appel à un imaginaire quasi de science-fiction où la machine et l'automatisation va nous libérer du travail. Est-ce que c'est le seul levier ou est-ce que vous en voyez d'autres ? Il y a, je pense que pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à qui est à l'origine de ces discours sur l'intelligence artificielle, discours qui sont la plupart du temps hyperboliques, c'est-à-dire très exagérés, qui en fait présentent une efficacité qui va bien au-delà de fonctionnement réel de l'intelligence artificielle. Il faut se pencher sur qui est à l'origine de ce discours-là, et ce sont principalement les entrepreneurs du numérique. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans la sociologie des sciences, ces capitalistes de la science, c'est-à-dire des entrepreneurs tirés chercheurs, c'est-à-dire des gens qui cumulent plusieurs casquettes, à la fois donc de chercheurs en intelligence artificielle et aussi entrepreneurs du numérique. Il y a tout un tas de figures dans la Silicon Valley et Yann LeCun en est un exemple. C'est on ne parle pas de Sam Altman, par exemple. On parle plutôt de gens qui sont... qui participent à la création. Sam Altman en est un exemple, exactement. Ah oui, et il y a un écosystème très important en fait, de gens qui évoluent et qui circulent entre des espaces d'entreprise et à la fois dans des espaces universitaires et qui justement peuvent présenter leur technologie comme étant justement révolutionnaire parce qu'ils ont la légitimité sociale donc d'appartenir à des grandes universités, Stanford, des compagnies, etc. Et je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit, que ce sont des gens qui ont intérêt à faire croire que ces technologies sont révolutionnaires et donc que ces technologies vont résoudre tout un tas de problèmes auxquels fait face la société aujourd'hui. La faim dans le monde, le changement climatique. Voilà, exactement. Ou encore la question de la productivité du travail. Ou la question de la productivité du travail. Vous avez énormément de chercheurs en intelligence artificielle qui, justement, essayent de vendre des outils à des entreprises comme étant à la source de gains de productivité énormes, etc. Je donne un exemple. Dario Amodei, qui est donc le patron d'Anthropic, qui est une des principales entreprises d'intelligence artificielle, a publié un manifeste il y a quelques jours, fin janvier, où en fait il parle des risques existentiels de l'intelligence artificielle, où il présente une fois de plus, et c'est quelque chose de très récurrent, la possibilité d'un chômage technologique de masse. Et en même temps, Dario Amodei est un entrepreneur du numérique. Et donc, en fait, il se présente à la fois comme juge et comme partie en fait, du changement technologique, en présentant ces technologies comme à la fois dangereuses et lui-même comme pouvant proposer des solutions à ces dangers présentées par l'intelligence artificielle. On invente la maladie et le remède dans le même mouvement, ce qui permet de s'enrichir et de vendre une prune deux fois. Vous l'avez très bien dit. Et si je me permets d'ajouter une dernière chose, les médias jouent un rôle aussi dans cette
inflation autour de l'intelligence artificielle parce que les médias cherchent des sujets concernants, comme on dit, des clics, des annonceurs, et justement l'intelligence artificielle et ces entrepreneurs de l'intelligence artificielle sont un excellent public pour justement promouvoir cette hype autour de l'intelligence artificielle. C'est intéressant, cet endroit-là, d'aller voir un petit peu le travail de Quota Climat, qui travaille justement sur la désinformation climatique et qui a publié notamment quelques éléments d'information pertinents sur la désinformation climatique qui passe justement par une sorte de technophilie autour des IA qui va nous sauver tous. Est-ce qu'on peut définir un peu qui sont justement ces travailleurs ? Alors, je disais travailleurs en introduction parce que dans votre enquête, Myriam Raymond, que vous avez fait en Égypte, vous avez réalisé un terrain vraiment très intéressant. Il s'avère que ces travailleurs sont beaucoup des hommes en Égypte. Alors, vous nous direz si c'est le cas partout, peut-être pas. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui sont ces travailleurs, quel âge ils ont et surtout comment ils en arrivent à travailler dans cette économie du numérique, de la big tech? Tout à fait. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière sur cette enquête et ce qui a motivé de conduire cette enquête en Égypte, en 2020, il y avait une conférence donnée par Antonio Casilli, qui est un des cofondateurs du Deep Lab à l'Institut français d'Égypte, sur la pandémie et comment les plateformes changent notre sociabilisation. Donc j'avais assisté à ça et j'avais justement pris conscience de l'existence d'êtres humains derrière ces outils d'intelligence artificielle, les robots, ce qu'on appelle les robots aujourd'hui aussi. Et donc, par la suite, je me suis rapprochée des membres du Deep Lab et j'avais réalisé qu'il y avait pas mal d'enquêtes déjà conduites et en Europe, la France notamment, aux États-Unis, en Amérique latine, mais qu'il manquait énormément de données sur les travailleurs en Afrique. Mais surtout en Égypte, il n'y avait absolument rien là-dessus. Donc, alors que l'Afrique est je ne vais pas dire un terrain de jeu, parce que c'est un terrain de jeu, tout à fait. C'est pas très drôle comme jeu, mais en tout cas, c'est un terrain sur lequel il y a beaucoup de travailleurs du numérique. Oui. Tout à fait. Ça fait partie de cette chaîne de production de l'IA aujourd'hui, et on n'en parle pas. Où on en parle très peu. Même en Égypte et même... Pas du tout, pas du tout. C'est inconnu, c'est pas visible, comme vous l'avez dit. Et jusqu'à présent, lorsque, par exemple, par la suite de l'enquête, on a essayé de faire appel, par exemple, au ministère de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle le ministère de la main-d'œuvre, et puis aussi les centres qui font les statistiques nationaux pour voir si c'était recensé, pas recensé dans les activités économiques. Pas du tout. On avait fait une sous-enquête de cette enquête-là sur les paiements, les rémunérations. On a voulu aussi parler aux acteurs du secteur financier pour voir qu'est-ce qui était mis en place pour leur rémunération, leur mode de paiement en ligne, etc. Personne n'en sait quoi que ce soit. Oui, c'est vraiment c'est un impensé, y compris du point de vue des pays qui sont justement pourvoyeurs de cette main-d'œuvre. C'est assez fou. Tout à fait. Et donc, l'étude, elle a commencé en 2024 avec une étude Quanti où on a pu recueillir à peu près 800 réponses. Et comme vous le dites, 75% étaient des hommes pour répondre à l'enquête, 25% seulement des femmes. Et puis en 2025, on a pu faire deux types de sous-enquêtes qualitatives, des focus groups sur deux thématiques. Et l'identification des travailleurs, comment est-ce qu'ils travaillent, dans quelles conditions, mais surtout comment est-ce qu'ils se voient d'un point de vue identité professionnelle digitale.
comment est-ce qu'ils se situent dans ce monde virtuel. Oui, parce que c'est pas du tout comment dire, je parlais de manœuvriers en introduction, mais en réalité, ce sont aussi des travailleurs et un peu de travailleuses qui comprennent les outils numériques, qui sont éduqués. Il ne faut pas oublier non plus que dans les pays, que ce soit du Maghreb ou en Afrique, la jeunesse est quand même, certes inégalement éduquée, mais a accès quand même pas mal à des outils numériques, à une éducation académique. Donc, c'est pas du tout des ouvriers d'usine, en fait. Non, pas du tout. Et l'enquête montre que, à part le fait qu'il y a 3/4 d'hommes et seulement 1/4 de femmes, il y a plein de jeunes, entre 18 et 24 ans, on a à peu près 34% de répondants. Et entre 25 et 34 ans, on a 40%. Donc, entre ces deux tranches d'âge, on a 74%, et dont la majorité sont des étudiants. Et 60% parmi les répondants, la globalité des répondants, ont un bachelor en sciences. Ce sont des jeunes diplômés. Des jeunes diplômés, qui ne trouvent pas d'emploi. Ou qui en trouvent, mais c'est très précaire, donc ils ont besoin d'un emploi en plus ou autre pour complémenter leur revenu, exactement. Et donc ils travaillent, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont une tâche de temps en temps? Est-ce que c'est des blocs de tâches, de missions? Est-ce qu'ils ont des contrats? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je vais vous expliquer. Alors, dans la majorité de ce qu'on appelle les pays du Sud, les enquêtes montrent que ça vient surtout par des centres comme des centres d'appel ou autres qui ont et qui affectent des tâches, des micro-tâches à leurs propres employés. Alors qu'en Égypte, c'est complètement indépendant. Ils s'inscrivent sur une de ces plateformes ou sur plusieurs, parce qu'on a démontré aussi que l'appartenance à une plateforme ne signifie pas forcément qu'ils n'appartiennent pas ou ils ne travaillent pas sur d'autres plateformes. Et donc, ils s'inscrivent sur ces plateformes et les plateformes, par le biais du management algorithmique, lancent des tâches. Et on a découvert que le lancement des tâches était surtout vers les premières heures du matin, entre 3h et 5h du matin, en volume. Et donc, les premiers venus prenaient les premières tâches. Il y en avait, par exemple, disons, 1000, les premiers qui allaient se lancer à effectuer et à accomplir ces tâches, ceux qui allaient recevoir ces tâches. Donc, ils ne sont pas du tout dans une situation de freelance où on leur confierait un contrat. En fait, ils sont mis en concurrence sur des plateformes et premier arrivé, premier servi. Exact. On retrouve ce schéma-là aussi chez les chauffeurs Uber. Les chauffeurs de VTC qui sont effectivement inscrits aussi sur plusieurs plateformes et qui sont en concurrence aussi les uns avec les autres. Et je voulais vous faire écouter un autre petit son pour poursuivre un petit peu cet échange. On va écouter un petit reportage de Numérama dont vous allez voir qu'il est assez surprenant, à la fois sur le fond mais aussi sur le discours qu'il porte. On va écouter ça. Les grandes entreprises savent très bien ce qu'elles nous donnent comme contenu, mais elles font comme si elles ne le savaient pas. Elles savent que si elles nous payent 10 ou 20 euros, on va accepter parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ce travail parce qu'on n'a pas d'argent. Mais elles sont tout à fait au courant des contenus sur lesquels on travaille et des effets qu'ils ont sur nous. Elles sont au courant de ce qu'elles nous font regarder. Même les gens au-dessus, les patrons, ils savent. Et nous, quand on reçoit ces contenus, on se sacrifie. On est sacrifiés. C'est un témoignage très fort. Il dénonce des conditions d'apartheid et demande à mettre fin à cela le plus vite possible. Comment en est-on arrivé là? À qui la faute? Les grandes entreprises, les patrons? C'est plurifactoriel. C'est à la fois le prolongement d'une longue histoire de colonisation.
et puis renforcées par cette nouvelle idéologie, ces nouvelles idéologies, parce qu'elles sont plurielles, qui irriguent le Palo Alto et la Silicon Valley, et qui consistent finalement à fantasmer un monde ultra technologisé, assez idéalisé, qui se développerait sur des milliers d'années, avec une humanité transformée, et qui justifierait le sacrifice de quelques générations d'individus, à plus forte raison s'ils se trouvent dans le Sud et s'ils sont habitués à être sacrifiés, puisqu'effectivement l'Afrique a cette triste tradition d'être sacrifiée sur l'autel du progrès occidental. Ouais, j'ai trouvé ce reportage très bien fait, très intelligent, aussi très, très concret, puisque les journalistes testent le dispositif en direct. C'est assez intéressant parce qu'il y a presque il y a une normalisation du fait que les humains sont des corps, parce que c'est rent a human, mais en fait c'est louer un corps, puisque c'est ça dont les agents autonomes de l'intelligence artificielle seraient dépourvus, et que donc il est pas du tout problématique comme ça d'avoir recours à un corps humain pour lui faire exécuter une tâche et donc le payer. Est-ce que on peut dire que ce genre de choses est l'avenir, ou est-ce qu'on peut s'inquiéter de ce genre de choses du point de vue concret, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter seulement du point de vue du discours, c'est-à-dire voilà, là il y a quelque chose quand même de pas très honnête du point de vue du respect des droits du travail, etc. Parce qu'un agent autonome a priori est-ce qu'il est soumis à la législation du travail? On n'est pas sûr. On est très loin de poser le cadre réglementaire sur ce genre de choses. Déjà qu'on n'a pas un cadre réglementaire pour les micro-tâches numériques, mais d'exister en physique pour exécuter une autre tâche commanditée par un autre être humain. Est-ce que c'est une question, ça me fait penser, ou je suis curieuse pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent, il n'y a pas tellement de commandes, mais ça me fait penser à ces femmes que j'ai interrogées dans le cadre des focus groups en Égypte et qui s'inquiétaient pour leur vie privée, les violences, et même pour prendre l'enquête et assister aux focus groups, ça les a rassurés d'être dans une communauté de femmes, entre femmes, pour parler plus des violences qui sont destinées à elles spécifiquement, et que c'est peut-être pour ça qu'elles ont douté aussi de l'enquête quantitative et pourquoi on a eu seulement 24% de femmes qui répondent à l'enquête quantitative. Donc je me dis que de louer un être humain, c'est plein de droits qui sont violés ici, et les personnes ne sont pas forcément ignorantes par rapport à ça, et peut-être que c'est une question de pricing. Les $50 de l'heure, ça ne... Est-ce que c'est bien payé? C'est malheureusement pas si mal payé en fait. Non, mais par rapport au reste de l'économie. C'est juste pour un peu d'humour dans la question. Juan Sébastien Carbonell. Oui, je voulais réagir à ce reportage parce que je pense que ça illustre parfaitement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez un média spécialisé, Numérama, qui fait un reportage sur une technologie vendue par une entreprise. Et on voit bien cette relation symbiotique, comme dit Anthony Galuzzo, entre médias et entreprises du numérique, où justement on crée une sorte de... Le terme qui est utilisé dans la littérature, une sorte de hype autour d'une technologie en la montrant. D'ailleurs, les termes qui ont été utilisés sont autonome, un agent qui agit seul, etc., en lui donnant des propriétés, d'un côté anthropomorphiques, et de l'autre côté totalement en décalage par rapport aux réelles performances de cette technologie-là. Pardon, je vous coupe, mais l'anthropomorphisme au sujet des IA, c'est-à-dire j'ai parlé avec ChatGPT, demande à ChatGPT. J'en ai parlé avec Claude ou avec Gemini, etc. On va citer plein de marques, comme ça tout le monde s'entend. C'est quand même une sorte c'est devenu banal, et c'est devenu aussi quelque chose contre lequel il est difficile d'aller sans susciter aussi une sorte de réaction affective et émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens à qui on dit « tu sais, tu ne parles pas vraiment à ChatGPT », le prennent mal. Donc ça, est-ce qu'il n'y a pas une petite bataille culturelle qui serait déjà un peu perdue là ? Je pense qu'aucune bataille culturelle n'est perdue, mais Merci. En tout cas, j'insisterai beaucoup sur le fait que, oui, l'anthropomorphisation des intelligences artificielles fait partie du problème, dans le sens où
Là encore, ça montre que le discours des grandes entreprises du numérique et de l'industrie de l'intelligence artificielle s'est imposé en voulant voir ces technologies comme autonomes, comme capables d'agir seules, etc. C'est tous les mots qui ont été utilisés lors du reportage. J'insisterai sur un dernier point qui est que, là encore, on se posait la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'utilisateurs, d'utilisatrices de ces technologies-là. Il faut rappeler que les plateformes numériques, enfin plutôt la plupart des plateformes numériques font faillite et que seulement quelques-unes ont du succès en quelque sorte. Et en tout cas, l'échec est plus fréquent que le succès. Et que nombreuses d'entre elles ne font jamais des profits, etc. Donc là encore, il faut avoir à l'esprit, ou plutôt prendre avec des pincettes, chaque fois qu'on nous présente la nouvelle plateforme qui va vouloir faire ceci, faire cela, etc. Alors que là encore, c'est un modèle économique assez peu viable pour la plupart d'entre elles, quoi. On parle même de bulles de l'IA qui grossirait lentement vers nous, un peu comme la bulle Internet des années 90. Est-ce que ce discours aussi anthropomorphique qui donnerait une sorte, disons, de caractéristiques humaines de super travailleurs ou de super agents aux intelligences artificielles, ça participe aussi de la facilité avec laquelle en Europe, alors je dis dans les pays du Nord de manière générale, il y a une pression aussi là pour le coup sur l'emploi des vraies personnes, de leur dire vous serez remplacés par des IA, parce que là c'est pas juste une extension du domaine de l'automatisation, c'est-à-dire en gros on va automatiser vos tâches et puis on n'aura plus besoin de vous. Là c'est vraiment vous serez remplacés par des IA, par une forme voilà d'entité humanoïde ou anthropomorphique qui ferait le travail mieux que vous, travailleurs, travailleuses. Est-ce que ça participe aussi de ce discours-là ? Oui, absolument. Et je pense que là encore, il faut faire la part de qu'est-ce qui relève de la rhétorique entrepreneuriale. Là encore, des employeurs qui justifient des licenciements avec l'argument de l'intelligence artificielle, et qu'est-ce qui relève, là encore, par exemple, de restructuration dans des contextes de crise, de guerre commerciale internationale. Voilà, en fait, il faut essayer d'aller au-delà de ces discours publics qui ont pour effet de la sidération, notamment sur les salariés, et voir qu'est-ce qui relève en réalité de restructuration assez classique. L'exemple qui est beaucoup cité dans les médias ces derniers temps, c'est celui d'Amazon, où là encore, il y a eu 16 000 licenciements, je crois, qui ont été annoncés avec l'argument de l'intelligence artificielle. 1 ou 2 jours plus tard, Amazon a fait machine arrière en disant finalement c'est pour qu'on se concentre sur le cœur de métier, rappelant la surdimension, enfin comment dire, le fait que l'entreprise était surdimensionnée après des embauches massives lors du Covid, etc. Voilà. En tout cas, les patrons eux-mêmes, ils essayent de tempérer un tout petit peu autour de ces discours sur l'IA. Voilà. En fait, on se demande si ces discours sont corrélés à la réalité. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'exemple d'Onclusive, dont vous parlez un peu aussi dans votre ouvrage et qui est assez intéressant, parce que là, il y a eu plusieurs centaines d'emplois qui ont été annoncés comme devant être supprimés, qui représentaient, je crois, à peu près 2/3 des effectifs, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'en réalité, on sabre quand même l'essentiel de la masse critique de travail d'une entreprise, là. Oui. Donc, c'est juste des effets d'annonce. Est-ce que ça arrive dans la réalité ? Enfin, comment est-ce que vous pouvez juger ça ? L'exemple d'Onclusive, à mon avis, je le cite parce qu'il était un des premiers où des entreprises du numérique licenciées avec l'argument de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des dizaines d'exemples. Et c'était un très bon exemple parce qu'il y a eu une inflation médiatique autour de cet exemple. C'est-à-dire beaucoup d'articles de journaux qui ont été produits en disant... licenciement, exactement, panique autour de l'intelligence artificielle. Quelque temps est passé et il y a eu quelques autres articles qui sont revenus un peu sur qu'est-ce qu'il en était réellement et qui ont pris le bon réflexe en réalité qui n'est pas souvent pris d'interroger les représentants du personnel qui disaient qu'en réalité c'était une opération de valorisation de l'entreprise qui était censée vendre une partie de ses activités. Et là encore, qu'est-ce qui relève de la suppression d'emplois grâce à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui relève là encore de la délocalisation à des pays du tiers-monde où le même travail sera fait pour beaucoup moins cher. Et il y a un dernier problème que j'ai déjà évoqué qu'il faut aussi tenir en compte, c'est que rien ne dit que ce modèle économique soit viable sur le long terme. Souvent, ces entreprises font le choix d'un good enough, c'est une automatisation good enough, c'est-à-dire suffisamment bonne, mais quand même de mauvaise qualité. Et rien ne dit en fait que les clients vont se satisfaire de ce service de piètre qualité. Donc voilà, on voit bien que la question est beaucoup plus compliquée que juste l'IA supprime des emplois. Et il faut prendre en compte aussi les stratégies économiques des employeurs et la façon même dont les médias traitent de cette question.
Myriam Raymond, est-ce qu'on peut parler, parce qu'effectivement, il y a plein d'autres exemples actuels. On discutait un peu en préparant cette émission de Capgemini. Capgemini qui a supprimé 2400 postes là en janvier dernier. Les exemples, comme mon collègue vient de le citer, sont énormes, surtout au niveau et très direct, flagrant au niveau du marché d'emploi américain. Et si il y a une rhétorique assez prudente, assez conservatrice au niveau des recruteurs en Europe et en France, ce n'est pas du tout le cas pour les chefs d'entreprise aux États-Unis. Ils se vantent de pouvoir remplacer leurs têtes, ce qu'ils nomment des têtes, par de l'IA. Il y a un excitement dans ce narratif, il y a un encouragement à ce que les autres fassent pareil, etc. Et les chiffres de l'emploi montrent que dans le secteur surtout technologique, il y a eu des milliers de postes supprimés au niveau des États-Unis. Donc on ne peut pas dire que c'est un narratif homogène. Ça dépend des boîtes. Il n'y a pas eu que Capgemini, il y a eu aussi le cas de Pinterest qui a licencié des ingénieurs qui ont dévoilé des licenciements dus à l'IA, donc en prétendant qu'ils avaient accès à des données privilégiées d'autres employés, etc. Donc ils ont licencié ces ingénieurs-là parce qu'ils étaient derrière la vérité de pourquoi est-ce qu'on a licencié ceux-là plutôt que ceux-là, et c'était en fait dû aux technologies de l'IA. Et il y a plein d'autres exemples récemment quand on tombe dessus malheureusement. Donc il y a des deux, il y a à la fois une pression qui est mise sur des collectifs de travail, on va dire, pour justifier des licenciements, mais dont on ne sait pas si réellement, c'est pas très transparent en fait en réalité dans toutes les entreprises. Mais est-ce que, Myriam Raymond, on peut aussi simplement dire que lorsqu'il y a des suppressions de postes dans des pays, des entreprises numériques, disons dans les pays du Nord, c'est aussi simple que les emplois se déplacent dans les pays du Sud global et sont tout simplement fragmentés en micro-tâches pour être exécutés par des travailleurs ou des travailleuses en Égypte, au Venezuela, au Kenya ou que sais-je. Aux Indes, oui, ça peut l'être. Ça, c'est une forme de transformation qui vient malheureusement par les IA. On pourrait dire que c'est une délocalisation, mais, moderne, quoi. Mais il faut aussi tenir compte du troisième facteur aussi, qu'on se limite maintenant à des résultats beaucoup plus limités en qualité parce qu'on dépend des IA pour évaluer du travail. Et c'est là où il y a une grosse problématique. Donc ça, c'est une question de management, vous voulez dire ? De management et de contenu disponible aussi. Lorsque vous voyez le travail de micro-tâches qui était effectué, par exemple, pour la modération. La modération, c'était un grand sujet, tous les contenus sensibles, de violence, etc. Ça, c'était effectué par des humains qui avaient, eux, la capacité d'évaluer par leur propre jugement qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un jugement moral, de compréhension, de contexte aussi. Et puis de sensibilité à des préjudices qui peuvent être locaux, qui peuvent être dus à un langage particulier, etc. Donc tout ça a reposé sur des êtres humains. Lorsque vous passez maintenant avec peut-être des hashtags ou des mots-clés ou une couleur de peau pré-paramétrée dans des modèles pour leur dire voilà, c'est ça qui est sensible et l'autre ne l'est pas, et que ça passe par cette machine qui n'a plus le jugement humain, on retrouve malheureusement à grande échelle maintenant beaucoup de contenus qui sont disponibles sur des réseaux sociaux et autres. Et malheureusement, nos enfants et tout le monde y est exposé. On pourrait se dire aussi, à l'inverse, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, qu'il n'y ait plus des humains ou des personnes qui modèrent des contenus de violence avec des scènes de guerre, des scènes de violence sexuelle qui sont quand même traumatisantes, parce que ça peut causer aussi du trauma, du trauma vicariant, du trauma by proxy, c'est-à-dire le simple fait d'être confronté à ces images est traumatisant. Mais je vais vous faire
écouter un nouvel extrait parce que, en réalité, le fait de déléguer aux intelligences artificielles la modération ne protège pas les travailleurs et les travailleuses de ces contenus. On va regarder un petit extrait d'un documentaire qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA, réalisé par Henri Poulain, qui était sur le plateau de nos confrères et consoeurs de TV5 Monde. Ce site permet aux IA de louer un humain pour réaliser des tâches qui nécessitent un corps, et 53 000 personnes se seraient déjà proposées. Je t'explique. À première vue, ça ressemble à une blague dystopique, mais le site existe, il est en ligne, et des gens s'y inscrivent vraiment. Ça s'appelle Rent a Human, ça a été lancé le 2 février, et le slogan résume parfaitement la situation. L'IA ne peut pas toucher de l'herbe, vous, si. Le développeur derrière ce projet se fait appeler Alexander sur X, et il s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large, celle des agents autonomes. Ces IA qu'on installe sur nos propres ordinateurs peuvent déjà agir seules. Elles ne se contentent plus de répondre à des questions, elles planifient, elles décident, elles exécutent. Mais il leur manque encore une chose essentielle, un corps humain. Et c'est exactement là que Rent a Human entre en jeu. Techniquement, le site repose sur le protocole MCP, un standard qui permet de connecter une IA à des services externes. Mais ce détail n'est pas le plus important, ce qui compte c'est ce que ça permet concrètement. Si un agent IA a besoin d'effectuer une action dans le monde réel, elle envoie une mission, elle paye, et un humain exécute. Sur le papier, n'importe qui peut s'inscrire et vendre sa disponibilité pour environ $50 de l'heure. Résultat, plus de 53 000 humains se seraient déjà inscrits d'après le site. Sauf que pour l'instant, le système ne fonctionne pas vraiment. Il y a un énorme déséquilibre, des dizaines de milliers d'humains disponibles et à peine une cinquantaine d'agents IA actifs. Conséquence, presque aucune demande réelle. Les premières missions proposées frisent même le ridicule. Aller toucher de l'herbe, boire un verre d'eau, prendre une photo amusante, goûter quelque chose dans un restaurant. Clairement, ce sont surtout les développeurs qui testent, juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais le concept, lui, est loin d'être absurde. Un agent autonome chargé d'organiser un voyage pourrait très bien avoir besoin de louer un humain localement pour aller vérifier si l'hôtel est bruyant ou encore pour appeler une administration qui refuse de parler à une voix synthétique. Il retrace dans son film aussi une généalogie de cette exploitation. Et là, on voit bien que en fait, les travailleurs et travailleuses dont on parle là et qui témoignent, alors là, il me semble que c'est au Kenya, sont des travailleurs qui sont pas du tout préservés et protégés, alors qu'il y a comme une promesse dans la modération en particulier, d'une libération de bon, voilà, on a bien compris que les gens qui modèrent les contenus violents, ils sont traumatisés, on va automatiser ces tâches-là. Mais en fait, la promesse d'automatisation n'est jamais tenue en réalité. Non, si je peux réagir par rapport à Allez-y, ça. Myriam. Ce qui a fait déclencher toutes ces controverses sur le travail de modération, c'était justement au Kenya, les deux entreprises Sama et Majorel, qui, elles, faisaient de la modération de contenu pour des clients qui sont bien connus pour le monde de la Silicon Valley, disons ça comme ça. Et puis, c'était Fairwork, qui est un réseau de chercheurs aussi qui vont faire des estimations sur les conditions de travail, qui ont été sur place et qui ont découvert ce qui se passait. Il y avait des cas de suicide, malheureusement aussi, de traumatisme sévère chez ces individus. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu des recommandations qui ont été prises au sérieux pour comment est-ce que ces êtres humains peuvent travailler avec ce type de contenu sur place, mais aussi être suivis par des spécialistes, des psychologues, etc., du travail, etc. Et quelques années, je pense 2 ou 3 années plus tard, Fairwork sont allés de nouveau sur place chez Sama pour constater une autre réalité du terrain. Et ça a donné aussi lieu à comme une standardisation des conditions de travail de ce genre de travailleurs. Donc ça a évolué. Ça a évolué, mais ce n'est pas parti automatiquement pour les IA, pas du tout. Puis ça s'est aussi fait grâce à la mobilisation aussi internationale et puis surtout des principaux concernés, parce qu'il y a eu un syndicat, il me semble, enfin en tout cas une organisation des travailleurs. Il y a une organisation des travailleurs qui se met en place, qui commence aussi à mettre des choses comme des contrats types, qu'est-ce qu'il faut voir. Il y a une prise de conscience entre ce type de travailleurs. Ils sont organisés maintenant entre eux. C'est pas un syndicat formellement reconnu par l'État, mais c'est un collectif de travailleurs qui vont se donner des recommandations sur quel type de contrat, quel type de travail, quelle heure de travail, etc. Donc, ils vont s'organiser entre eux.
Justement, ça, Juan Sebastián Carbonell, c'est une question fondamentale sur la résistance possible ou les résistances possibles, puisqu'on a aussi un peu traversé à la fois des réalités pour ces travailleurs et travailleuses du CLIC et des IAM, mais aussi pour les travailleurs et travailleuses des pays du Nord et de la France, qui sont quand même pas mal sous pression. Comment est-ce qu'il y a aussi possiblement du côté, disons, des pays dans lesquels il y a des menaces aussi sur l'emploi, des emplois numériques et de services, comment on résiste à ça? Est-ce que les syndicats en France prennent cette question à bras-le-corps? Est-ce qu'on est en retard? Voilà. Où est-ce qu'on en est un petit peu à cet endroit-là? C'est une vaste question. Désolée, parce qu'on arrive à la fin, mais... Alors, je dirais un mot quand même sur les logiques de sous-traitance, par exemple de la modération. Non seulement les entreprises du numérique dans les pays du Nord, en France et tout ça, sous-traitent dans les pays du Sud parce que c'est moins cher, mais aussi parce qu'il y a moins de régulation et du coup moins de protection des salariés. Ça, c'est la logique de la délocalisation qui se poursuit. On retrouve des logiques de délocalisation, les mêmes qu'on trouve dans d'autres secteurs. Moi, j'ai enquêté sur l'industrie automobile pendant déjà une petite dizaine d'années. Et les mêmes logiques en fait, de délocalisation, parce qu'il y a moins de régulation, on les retrouve aussi dans le secteur du numérique. Rien de nouveau sous le soleil, en quelque sorte. Et pareil, sur la question des résistances, pour moi, c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs options stratégiques qui s'offrent face à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on fait le constat, comme on l'a dit à l'instant, c'est-à-dire que c'est une technologie qui nécessite d'exploiter des travailleuses et des travailleurs, qui dégrade les conditions de travail des travailleurs du Nord, qui a une dimension coloniale, comme on l'a dit, qui a une dimension extractiviste, anti-écologique, tout ce que vous voulez. La question est de savoir, en fait, comment on se positionne face à cette technologie-là. Est-ce qu'on négocie son implémentation en entreprise, sachant que ça n'élimine pas justement la nécessité de micro-travail dans les pays du Sud, ça ne résout pas la question, par exemple, du développement des data centers partout en France, voire même à l'étranger, avec tous les problèmes en fait, de voisinage, de mobilisation, y compris qu'il y a en ce moment contre les data centers. Et ça n'élimine pas non plus l'empreinte technologique de l'intelligence artificielle. Moi, je suis de l'option de dire qu'il est possible de refuser une technologie, contrairement à l'idée justement des entrepreneurs du numérique qui veulent nous présenter cette technologie comme inévitable, comme nécessaire, car dans la concurrence internationale entre la France, l'Europe et les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, on ne pourrait rien faire face à cela. Moi, je pense qu'il est possible de refuser des technologies-là et que de négocier dans le cadre de l'entreprise ces retombées n'est pas suffisant. Là encore, j'ai eu la chance de dialoguer avec quelques représentants du personnel qui ont cette vision-là, qui savent que l'intelligence artificielle dégrade leur travail, qui savent que l'intelligence artificielle est une technologie avec une dimension coloniale, avec une dimension extractiviste, tout ce que vous voulez, et donc qui se pose aussi dans une politique, dans une posture de refus. Et je pense qu'il est possible de refuser ça. Après, il y a d'autres initiatives qui sont louables, bien sûr, que moi je respecte bien sûr. Il y a l'initiative de l'UJIC-CGT DIAL-IA qui consiste à donner aux syndicats des outils de négociation d'implémentation de l'intelligence artificielle. Ce qui, là encore, c'est très bien. Mais à mon avis, ça ne résout pas le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de ses effets négatifs sur la société. Ça repose aussi peut-être sur la meilleure connaissance aussi de ces outils, parce que ce qu'on apprend quand on suit un peu des comptes sur les cultures underground du numérique, ce qui est mon cas, on comprend aussi qu'il est tout à fait possible d'installer des IA locales qui ont des capacités limitées, quand on n'est pas obligé d'avoir des systèmes avec des trillions de paramètres qui servent à nous renseigner sur quelle plage à Hawaï il faudrait fréquenter ou tout simplement aller... scraper les données de Wikipédia sans faire de dons. Parce qu'on peut aussi demander à Wikipédia tout un tas de réponses. Il y a quand même... voilà. Les réponses existent par ailleurs et elles sont bien référencées. Donc en fait, il y a aussi des possibilités d'utiliser des outils qui sont de l'ordre de l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas appartenantes à des grosses entreprises de la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a un travail d'information aussi à faire à cet endroit-là? Est-ce qu'il est déjà fait pour vous? Si oui, par qui? Voilà. Non, là encore, c'est une très vaste question. Encore, désolé, mais il y a toujours des alternatives technologiques. C'est-à-dire, il y a toujours des technologies alternatives aux celles qui sont imposées par les grandes entreprises du numérique. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Ça ne résout pas non plus le fait que aujourd'hui, ces technologies sont utilisées majoritairement dans la société parce qu'elles nous sont imposées aussi par les grandes entreprises du numérique. C'est-à-dire que certes, il existe des moteurs de recherche alternatifs à Google, il existe aussi
y compris, comme vous avez dit, des intelligences artificielles alternatives. Mais aujourd'hui, la société est faite en sorte que ces entreprises du numérique, les entreprises de la Silicon Valley ou des grandes entreprises du numérique françaises, Mistral et compagnie, imposent l'utilisation de ces outils, y compris dans les services publics, avec des relations de dépendance des services publics vis-à-vis de ces technologies-là, vis-à-vis de ces entreprises-là. Et donc la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces technologies-là, qu'est-ce qu'on fait plutôt de ces entreprises-là, est-ce qu'on leur accorde autant de pouvoir pour surveiller les populations, pour contrôler les données numériques, etc. C'est-à-dire que la question des technologies alternatives ne résout pas la question, même si elle est, à mon avis, tout à fait importante, comme vous l'avez dit. Et je dirais une dernière chose, souvent les travailleurs de la tech eux-mêmes sont les grands oubliés de ces débats sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ont un rôle important à jouer, comme le démontrent par exemple les walkouts, les débrayages de Google en 2018, contre l'accord entre Google et le Pentagone. On n'a pas évoqué, mais un des grands dangers de l'intelligence artificielle, c'est son usage militaire. Et déjà, les travailleurs de la tech, les travailleuses de la tech, se mobilisaient contre ces usages militaires. Ouais. Et là encore, c'est des sujets politiques qui, à mon avis, devraient être au centre des débats sur l'intelligence artificielle. Et dont il a été assez peu question aussi au sommet qui s'est déroulé en Inde, même si, encore une fois, il s'agissait aussi de vendre de la technologie militaire lors de ces sommets. C'est donc, voilà, c'est pas juste c'était pas juste une fenêtre d'opportunité pour rencontrer des homologues indiens. Hein. Il s'agissait vraiment de faire du business et du business militaire qui apporte beaucoup d'argent à la France. Si je peux dire encore un mot. Mais vous pouvez. Et je pense qu'il y a un dernier mot important, puisqu'on a parlé de Capgemini, qui a été à l'origine de la dénonciation du lien entre Capgemini et l'ICE. En fait, c'était la CGT Capgemini. Et je pense que c'est très bien parce que ça questionne aussi non seulement les retombées de l'intelligence artificielle pour les salariés, mais aussi le sens même de ces technologies-là et leur usage. Je pense là encore, c'est un beau rôle que peuvent jouer les syndicats et les organisations de travailleuses et de travailleurs sur la question de l'intelligence artificielle. Myriam Raymond, un petit dernier mot pour conclure peut-être sur cette question-là. Il y a plein de choses à découvrir, à dévoiler, prise de conscience du public, et je félicite les entreprises qui ont pris le devant pour évaluer d'abord les outils avant de les faire passer en déploiement universel dans leur boîte. Cette procédure d'évaluer la sensitivité, quel type de paramètres, quel type de transparence. On parle souvent dans les IA de black box et qu'on ne sait pas comment c'est paramétré, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment les décisions sont prises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont pris le devant et qui ne se sont pas juste lancées dans la race comme ça. Dans la gueule du loup sans réfléchir. On y va tout à fait sans connaître où on va. Les entreprises aujourd'hui réfléchissent beaucoup, pas seulement par le biais des syndicats, mais aussi avec les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, à tester, évaluer, voir comment ça peut rentrer dans leur écosystème ou pas, avant de faire des déploiements en masse dans leurs entreprises. Réfléchir avant d'agir. Voilà. On pourrait résumer peut-être ça comme ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de ce sujet qui est certes un peu technique, mais pas tant, que vous avez su rendre accessible. Et je vous en remercie. Sur les aspects liés aux intelligences artificielles et qui sont, disons, sécuritaires, notamment sur les questions de surveillance algorithmique, je vous invite à aller voir le travail de la Quadrature du Net, si vous ne l'avez pas déjà fait, qui produit énormément de textes très intéressants et là aussi un peu techniques, mais accessibles sur ce sujet. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Penser les luttes. Penser les luttes qui est un podcast produit par 2 médias indépendants, Radio Parleur et Le Média TV. Des médias indépendants qui n'utilisent pas d'intelligence artificielle, en tout cas moi non, mais je suis à peu près sûre que Le Média non plus. Pas que l'on sache. Pas que l'on sache, mais voilà. En tout cas, nous faisons notre maximum pour avoir recours à notre intelligence artisanale et vous proposer aussi des contenus originaux et intéressants qui n'existeraient pas sans vos dons. Donc vous pouvez aller nous faire un don, Radio Parleur ou Le Média TV, ou les deux, si vous avez les moyens. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour Penser les luttes.